Alors, je suis Charles Prats, je suis magistrat, vice-président chargé des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris. J'ai été inspecteur des douanes, notamment à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, juge d'instruction, vice-président chargé de toutes les fonctions pénales dans la plupart des tribunaux de la région parisienne. Et notamment pendant 4 ans, j'ai été magistrat en charge de la coordination de la lutte contre la fraude aux finances publiques au sein du ministère du Budget. Alors, comment est-ce que j'arrive à 50 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales? Je pars d'un constat qui est assez simple. Nous sommes 67 millions d'habitants en France. Et dans les investigations, nous avons pu déterminer combien nous avions de personnes qui bénéficiaient en France de prestations sociales tous les mois. Savez-vous combien nous avons de bénéficiaires de prestations sociales en France? Nous en avons 73,7 millions. Voilà. Ce sont des chiffres qui ont été annoncés dans une déclaration sous serment par le directeur de la Sécurité sociale au mois de juillet 2020 devant une commission d'enquête. Et donc, quand vous avez dans un pays de 67 millions d'habitants, 73,7 millions de personnes qui bénéficient de prestations sociales, forcément, il y a un problème. Alors, on a refait des calculs, l'administration a donné un certain nombre d'éclairages de chiffres, notamment sur les gens qui résident à l'étranger, donc qui ne sont pas repris dans le recensement de l'INSEE, mais qui peuvent légitimement bénéficier de prestations sociales. Alors vous avez les retraités qui sont partis prendre leur retraite à l'étranger, qu'ils soient français ou étrangers. Vous avez les expatriés qui sont repris à la Caisse des Français de l'étranger. Vous avez les frontaliers, etc. Toute une catégorie de personnes, mais tout ça, ça représente environ 1 800 000 personnes au maximum. Et donc, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas du tout à 73,7 millions. Ça vous laisse un différentiel de 4,9 millions à 5 millions de personnes. Donc, c'est ce que j'explique dans mon livre. Ce sont les 5 millions de fantômes qui bénéficient de prestations sociales alors qu'ils ne sont pas censés exister. Et la masse de dépenses de protection sociale en France, ce sont 787 milliards d'euros par an. Donc quand vous ramenez, vous faites un calcul de dépenses moyennes de sécurité sociale et de protection sociale par personne, et que vous avez ces 5 millions de fantômes, ça vous fait un peu plus de 50 milliards d'euros de dépenses potentielles qui ne devraient pas exister, puisque ces gens-là ne sont pas censés exister. Voilà comment on arrive à ce chiffre, ou comment j'arrive à ce chiffre de 50 milliards d'euros. Alors la commission d'enquête parlementaire, elle, a été montée jusqu'à 45 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales dans son rapport de septembre dernier. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce que j'avance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la Cour des comptes a rendu un rapport sur la fraude aux prestations sociales également en septembre 2020. Et alors la Cour des comptes ne donne pas de chiffres en milliards. Elle n'ose pas aller jusqu'au nombre de milliards que ça coûterait, mais elle donne une donnée qui est très intéressante, c'est le nombre d'assurés sociaux. Eh bien, figurez-vous que ce nombre est encore supérieur à ce qui avait été déclaré devant la commission d'enquête et ce que j'explique dans mon livre. C'est-à-dire que nous, on était resté sur 73,7 millions de bénéficiaires de prestations sociales. Eh bien, pour la Cour des comptes, c'est au-delà. Nous avons 75 296 000, très exactement, assurés sociaux à fin 2018. 75,3 millions d'assurés sociaux pour 67,1 millions d'habitants. Voilà. Donc la Cour des comptes écrit noir sur blanc qu'il y a 8 200 000 personnes prises en charge donc par la sécurité sociale, en plus des gens qui existent. Vous voyez, on est même au-delà. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise que ces gens-là ne coûtent rien. Mais s'ils sont là, alors qu'ils ne devraient pas y être, c'est qu'on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, on ne sait pas s'ils touchent ou pas des prestations. Vous voyez, et quand on arrive à un tel niveau de distorsion, 8 millions de personnes, rendez-vous compte, 8 millions de personnes prises en charge par la sécurité sociale, en plus que des gens qui existent sur le territoire national. C'est hallucinant. Et c'est d'ailleurs assez incompréhensible que ça ne fasse pas un scandale national sur lequel immédiatement on doive se jeter pour le traiter, parce que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui est connu depuis des années, parce qu'en réalité, ce différentiel entre le nombre de gens pris en charge et le nombre de gens qui existent, on le connaît depuis très longtemps, et notamment, il avait été pointé par un rapport conjoint de l'Inspection générale des finances, donc du ministère des Finances, et de l'Inspection générale des affaires sociales du ministère des Affaires sociales, en septembre 2013. C'est un rapport qui est toujours disponible sur Internet, les gens peuvent aller le chercher. Il y en a une copie des principaux passages dans mon livre. Et à l'époque, l'IGF et l'IGAS, en 2013, expliquaient que ce surplus de personnes prises en charge par les régimes d'assurance maladie, puisque là, ils étaient sur l'assurance maladie, c'était pratiquement 7 millions de personnes. Ça devait être 6 700 000 personnes. Voilà. Et les cartes vitales surnuméraires, c'est encore un autre sujet, c'était quasiment 8 millions de cartes vitales en plus que de gens qui existaient à l'époque. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on connaît.
Ça fait quasiment 10 ans qu'on sait qu'on a un énorme problème, et la Cour des comptes n'en a jamais parlé. Elle commence à en parler en septembre 2020. Et les politiques n'ont jamais traité le problème, alors qu'ils avaient sur leur bureau un rapport conjoint de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales. Donc ce sont des scandales en termes de dépenses en finances publiques qui existent, qui sont connus et qui ne sont malheureusement pas traités. Preuve en est que la situation finalement s'est empirée, vous voyez, puisqu'on est passé de un peu moins de 7 millions de personnes en surnombre en 2013 à un peu plus de 8 millions de personnes en surnombre en 2020. Alors, ce n'est ni de l'incompétence, parce que les fonctionnaires sont très compétents, surtout au ministère des Finances. Ce n'est pas de la complicité, parce que, très objectivement, ils ne se mettent pas de l'argent dans les poches, c'est pas vrai. Ce n'est pas du manque de moyens en tant que tel, parce que si on a la volonté politique, on a les moyens, on a les enquêteurs, on pourrait traiter le problème. C'est, à mon avis, une peur panique, véritablement au niveau des décideurs, que ce soit des décideurs politiques ou des décideurs de la haute fonction publique, une peur panique de se faire accuser de faire la chasse aux pauvres ou la chasse aux étrangers. On a vu qu'on avait un sujet immigration qui ne représente pas la majorité de la problématique de la fraude aux prestations sociales, mais il y en a quand même une partie qui est très clairement liée aux problématiques d'immigration clandestine. Et cette image un peu qu'il y a dans le public de dire que la fraude aux prestations sociales, c'est la fraude des pauvres. Et donc, le décideur politique et administratif est tétanisé à l'idée de se faire accuser publiquement dans la presse de faire la chasse aux étrangers, de faire la chasse aux pauvres. La réalité, c'est celle-là. Et c'est pour ça que ça ne bouge pas. C'est parce qu'en fait, vous avez une espèce de tétanie. Les gens sont totalement comme les lapins dans les phares de la voiture. Ils ne veulent pas bouger parce qu'ils ont trop peur de se faire accuser de faire la chasse aux étrangers, de faire la chasse aux pauvres. Alors que ce n'est pas du tout le problème. Si vous voulez, d'abord, les fraudeurs, ce n'est pas des pauvres. Les pauvres sont en général scrupuleusement honnêtes. Moi, j'en vois, ça fait 25 ans que j'en vois des fraudeurs, que j'en attrape, que j'en condamne, etc. C'est jamais des pauvres gens. C'est toujours des gens qui savent exactement ce qu'ils font et qui font ça pour récupérer de l'argent, pour faire des escroqueries et donc pour se payer sur la bête, comme on dit. Voilà. Ou alors, effectivement, c'est de l'immigration clandestine et ça permet de vivre sur le territoire de manière illégale et d'obtenir des subsides, etc. Mais on n'est pas du tout dans une fraude de pauvres, c'est pas vrai. Donc c'est un peu dommage que les décideurs aient cette peur ancrée en eux depuis des années et des années, alors même que quand vous interrogez les gens, vous discutez avec eux dans la rue ou même vous faites des sondages, vous vous rendez compte que la fraude aux prestations sociales, c'est quelque chose qui passe assez mal dans le public. Il n'y a que 18% des gens, d'après les sondages, qui trouvent normal de frauder les prestations sociales. Pour la petite histoire, 2/3 des personnes trouvent normal de faire du travail au noir et donc de ne pas payer, pour ne pas payer la TVA, etc. 1/3 de faire de la fraude fiscale. Mais par contre, seulement 18% de faire de la fraude sociale, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui permet aussi de relativiser la moralité de la population en France, qui semble être un pays où la fraude fiscale et sociale est très excusée, alors même que globalement, la population est plutôt honnête. On a des taux de déclaration d'impôts qui sont très élevés et finalement une honnêteté individuelle des contribuables et des gens qui est très forte, mais au fond d'eux, ils excusent les comportements un peu déviants en la matière. C'est assez paradoxal, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de fraudeur type en tant que tel. Il y a autant de fraudeurs types qu'il y a de techniques de fraude aux prestations sociales. Voilà, vous avez la fraude classique, par exemple au RSA, de la personne qui ne va pas déclarer tous ses revenus, qu'ils soient de travail au noir ou des revenus fonciers, etc., pour continuer à bénéficier du RSA. C'est assez simple, c'est pas très compliqué comme type de fraude. Et en général, ils peuvent assez rapidement se faire attraper. Vous avez des fraudes qui sont plus complexes, qui sont les fraudes à l'identité, avec l'utilisation de faux papiers. Et ça, on sait qu'on en a beaucoup. C'est d'ailleurs en partant de ce problème-là qu'on a découvert l'ampleur de la fraude aux prestations sociales avec les gens, les fantômes
qui gangrène le système. Je vais peut-être vous refaire un peu l'historique. À l'époque, on nous avait expliqué, on était en 2010, qu'il y avait une énorme fraude sur les gens nés à l'étranger, sur l'immatriculation sociale des gens nés à l'étranger, puisque vous savez que là, il faut qu'ils s'immatriculent de manière ponctuelle en envoyant des documents, comme ils ne sont pas nés en France. Il faut envoyer des documents, pièces d'identité, extrait d'acte de naissance, etc. Et à l'époque, on avait découvert qu'on avait un taux de fraude supérieur à 10% sur ce fichier des gens nés à l'étranger qui comprenait 17 600 000 personnes en 2011. Donc ça faisait 1 800 000 numéros de sécurité sociale qui ouvrent droit après à rentrer dans le système social pour avoir des prestations, qui étaient attribués sur la base de faux documents. Donc ça faisait déjà beaucoup d'argent. Et en continuant les enquêtes, c'est comme ça que la commission d'enquête en est venue à élargir le contrôle au-delà du fichier des gens nés à l'étranger, puisqu'en fait, avec les documents que je leur ai fournis en mars 2020, la commission d'enquête a pu déterminer qu'on avait 2,5 millions de fantômes nés à l'étranger qui percevaient des prestations sociales alors qu'ils n'étaient pas censés exister. Voilà, donc déjà, ça faisait beaucoup de gens. On était au-delà d'1 800 000 personnes, puisqu'on a 12 400 000 personnes nées à l'étranger qui bénéficient de prestations sociales en France, alors qu'il n'y avait à l'époque que 8 200 000 personnes nées à l'étranger sur le territoire. Donc si vous enlevez les retraités à l'étranger, etc., ça vous faisait un volume de fantômes qui passait à la caisse tous les mois de 2,5 millions de personnes au moins nées à l'étranger. Et j'avais invité la commission d'enquête à élargir du coup ces investigations à l'ensemble du fichier, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait le BINS, comme ça, si vous me passez l'expression, uniquement sur le fichier des gens nés à l'étranger. Et en élargissant donc son contrôle, c'est comme ça que les députés enquêteurs se sont rendus compte qu'on avait 5 millions de fantômes dans l'ensemble du fichier. Et la Cour des comptes est venue confirmer derrière en disant qu'en fait, c'était même beaucoup plus. Donc là, ce type de fraude, ça peut être de la fraude documentaire. C'est-à-dire que des gens arrivent avec des faux documents pour s'inscrire à la sécurité sociale. Et ça, on en a beaucoup. Sur le fichier des gens nés à l'étranger, qui comporte maintenant 21 100 000 identités, et il y a eu une progression puisqu'on a en moyenne depuis 10 ans 400 000 immatriculations par an de personnes nées à l'étranger à la sécurité sociale. Et là, les dernières années, on est passé à 500 000. Et on a 1,5 million de personnes nées à l'étranger qui, tous les ans, viennent s'inscrire à la sécurité sociale en France. Ça, c'est des données de la Sécu, très officielles. C'est pas du fantasme. Ça, c'est une réalité. Donc, on est sur 21 100 000 personnes nées à l'étranger qui ont un numéro de sécurité sociale en France. Et sur ce stock, les spécialistes en faux documents de la police de l'air et des frontières, qui ont été aussi entendus par la commission d'enquête, sont venus expliquer que selon leurs critères à eux d'analyse de l'authenticité des documents, il faudrait rejeter 1/3 de ces dossiers. Ouais. Donc ça commence à faire beaucoup, vous voyez. Sur 21 millions, ça voudrait dire qu'il faudrait rejeter 7 millions de dossiers. Et si on prend simplement les 12,4 millions qui perçoivent, ça fait déjà 4 millions de personnes qui perçoivent manifestement à tort des prestations sociales parce qu'elles sont venues s'inscrire avec des documents à l'authenticité douteuse. Dixit, la police. C'est pas moi, c'est la police de l'air et des frontières, les spécialistes en fraude documentaire qui nous le disent. Donc là, voilà, on a une fraude très classique, malheureusement, dans notre pays, où les gens viennent s'inscrire avec une fausse identité, des faux documents, et se créer comme ça des identités sociales, éventuellement multiples. On peut très bien imaginer une personne qui se fait 10, 15 ou 20 identités, si elle connaît le filon, et qui va percevoir 10, 15, 20 fois les prestations sociales. Mais vous avez un autre type de fraude, c'est les gens qui ont eu droit à être inscrits à la sécurité sociale en France à un moment donné de leur vie, parce qu'ils résidaient en France, parce qu'ils étaient français, parce qu'ils étaient étudiants venus en France, etc., ou travailleurs venus en France, puis qui ont quitté le territoire. Ils sont repartis, ils sont allés vivre ailleurs, ils sont expats, etc. Et ces gens-là n'ont plus droit, normalement, aux prestations sociales en France, puisqu'ils ne remplissent plus les conditions de résidence sur le territoire national. Et vous en avez malheureusement beaucoup qui conservent ce droit-là, volontairement ou involontairement. Alors s'ils le conservent involontairement et qu'ils ne bénéficient pas de prestations sociales, il n'y a pas de fraude. Mais s'ils le conservent volontairement pour continuer à bénéficier de prestations sociales en France, que ce soit par exemple des prestations de chômage, on connaît ce système-là, ou des prestations d'assurance maladie pour pouvoir bénéficier des soins gratuits ou pris en charge en France, là, on est dans un schéma de fraude, évidemment. Donc voilà, vous n'avez pas de profil type du fraudeur. Comment vous expliquer vous avez des escrocs aussi, vous avez des systèmes d'escroquerie.
On en a vu des cas comme ça assez intéressants. Par exemple, sur le logement, enfin, avec des appartements qui n'existent pas, des locataires qui n'existent pas, mais le fraudeur, l'escroc, a monté tout un réseau pour bénéficier des allocations logement, du tiers payant, où la CAF, vous savez, paye directement le bailleur pour le compte du locataire. Donc vous avez des locataires fictifs, des appartements fictifs. La seule chose qui n'est pas fictive, c'est l'argent qui rentre tous les mois. Vous voyez. Mais des cas comme ça, il y en a régulièrement. C'est tout un espèce de catalogue à la Prévert des techniques de fraude qui sont assez amusantes quand on les regarde comme ça, mais quand on les agrège, ça fait des milliards, voire des dizaines de milliards. C'est toujours la même chose, c'est qu'une fraude, un fraudeur individuel, ça va être quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros. Mais quand vous agrégez des milliers, voire des dizaines de milliers de fraudeurs, c'est comme ça qu'on arrive à des milliards. Alors je vous passe les professionnels de santé dont on sait que certains sont des spécialistes de la fraude. Et ce ne sont pas des chiffres négligeables. La Cour des comptes a fait une estimation statistique, elle a un peu creusé sur les professionnels de santé libéraux, et elle estime que 3% des médecins généralistes trichent, que 5% des kinésithérapeutes trichent, et que 13% des infirmiers libéraux trichent. C'est-à-dire qu'ils ont des chiffres d'affaires avec des remboursements vers la sécurité sociale qui sont tellement élevés que ça voudrait dire qu'ils travaillent 48 heures par jour. Et donc ça, on le voit sur les systèmes d'information, on voit bien qu'on a ce qu'on appelle des professionnels de santé méga actifs, qui sont sur la droite de la courbe de Gauss, et qui sont censés, si on regarde leur activité et les remboursements, qui sont censés travailler beaucoup plus que 24 heures par jour. Et donc il y a un problème. Voilà. Ce sont des choses qu'on voit passer régulièrement dans la presse quotidienne régionale, avec tel infirmier s'est fait attraper, tel ambulancier s'est fait attraper, tel médecin s'est fait attraper, etc., etc. Donc voilà, c'est des choses qui individuellement ne sont pas des fraudes à des milliards, mais quand vous les multipliez et quand vous avez un nombre important de fraudeurs, les petits ruisseaux font les grands fleuves, et ça se jette dans l'océan après. Donc voilà, la réalité de la fraude aux prestations sociales, c'est celle-là. Vous avez effectivement des réseaux très spécialisés qui vont faire des escroqueries avec des gros montants. On peut prendre en exemple ces deux couples de Roms qui ont été attrapés il y a un an et demi, et qui avaient déclaré 1200 grossesses, quand même. Deux couples, 1200 enfants. Fortiche, avec des faux documents, etc. Donc eux avaient détourné 1 700 000 euros. Donc là, on est dans du réseau bien structuré, bien organisé, avec des réseaux de faussaires en amont pour pouvoir monter les dossiers, etc. Donc là, ça coûte cher, vous voyez, sur 4 personnes, 1 700 000 euros. Mais la réalité concrète de la fraude aux prestations sociales, ce sont plutôt des montants plus modestes, mais avec des dizaines de milliers de fraudeurs. Voilà. C'est un peu la différence avec la fraude fiscale, où vous avez beaucoup moins de fraudeurs, en réalité, mais sur des montants qui peuvent être plus élevés sur la fraude fiscale, parce que vous avez des impositions, par exemple la TVA, etc., qui sont plus élevées. Donc en masse, ça va vous donner des masses à peu près équivalentes, mais avec moins de fraudeurs, parce que chaque fraudeur va frauder plus. Mais sur la fraude aux prestations sociales, en fait, c'est une petite armée de fourmis fraudeuses, mais qui, à la fin, nous coûte énormément d'argent. Alors, c'est vrai que la sortie de mon livre ne m'a pas amené que des amis. Alors dans l'administration, j'ai eu beaucoup de messages en off, évidemment, de gens qui me félicitaient, qui étaient d'accord avec moi, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, de la police, ou du ministère des Affaires sociales, dans les organismes de protection sociale. Beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages de sympathie en me disant « bah oui, évidemment, vous avez raison ». Au niveau politique, le livre a été plutôt bien accepté et bien reçu. Après, sur les réseaux sociaux, ça a été, comme souvent, un peu tout et n'importe quoi. J'ai reçu des menaces de mort, très clairement, à caractère islamiste, parce que dans le livre, notamment, je pointe le fait que les islamistes se financent en faisant de la fraude aux prestations sociales. Je donne un exemple qui est assez frappant de fraude documentaire, donc d'un personnage qui est venu s'inscrire à l'aide de faux documents d'identité belge, que j'appelle Abou Alok, qui est en fait un des fondateurs belges de Daesh en Syrie, de l'État islamique, et qui était à la réunion de fondation de l'État islamique en Syrie en 2013 avec Abou Bakr al-Baghdadi, le calife de Daesh, qui avait, vous savez, quand il avait transféré d'Irak en Syrie, quand il s'était replié d'Irak en Syrie, ils avaient refondé Daesh en Syrie. Et donc à cette réunion, vous aviez 3 djihadistes belges qui étaient de Vilvoorde, originaires de Vilvoorde, c'était l'organisation Sharia for Belgium. Et l'un de ces gars-là, on le trouve
inscrit à la sécurité sociale en France à l'aide de faux documents belges notamment. Et donc, il est passé au travers des contrôles soi-disant très poussés de la sécurité sociale sur l'authenticité des documents. En fait, il est passé au travers sans aucun problème. Et donc, il est venu s'inscrire. Donc, ce gars-là, je l'appelle Abou Alok. Et puis, dans le livre, j'explique que c'est quelque chose qui est su et connu. L'utilisation des escroqueries aux prestations sociales par les djihadistes en Europe. Alors, ça se fait en France, ça se fait beaucoup en Belgique, puisqu'à un moment donné, vous aviez 40% des dossiers de financement du terrorisme en Belgique qui étaient des dossiers d'escroquerie aux allocations sociales. Donc, ça n'a pas plu, hein, évidemment. Et donc j'ai pris quelques menaces de mort très très ciblées. Alors donc j'ai demandé à Thibault de Montbrial, l'avocat, de déposer plainte. Je ne sais pas du tout où ça en est. Donc on verra bien qui était derrière ces menaces de mort. Mais voilà, donc évidemment on ne se fait pas des copains en pointant ce genre de choses. On ne se fait pas des copains sur tout le spectre de l'échiquier politique. On ne se fait pas non plus des copains dans la presse. Hein. Alors il y a une partie de la presse qui est d'accord, qui a fait des enquêtes, qui a constaté que les choses étaient réelles, d'autant plus qu'il y a une commission d'enquête parlementaire derrière qui a rendu un rapport et qui confirme tout ça. Après, vous avez certains journalistes qui ont des œillères et qui disent mais non, fake news, etc. et qui essayent de faire ce qu'ils appellent du fact-checking, du débunkage, sauf qu'à chaque fois, c'est eux qui se font débunker. Je pense notamment à Libération, à Check News, qui s'est un petit peu ridiculisé sur les réseaux sociaux sur cette affaire-là à plusieurs reprises, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils disaient mais non, c'est pas vrai, les chiffres ressortaient. Et puis, ils ont arrêté d'ailleurs de vouloir faire du fact-checking parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient se prendre un passing shot de revers qui allait les tourner en ridicule publiquement. Voilà, si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez simple sur les fact-checkers. D'ailleurs, personne ne vient nous expliquer ce différentiel. Un enfant de CM1, il comprend. Vous êtes dans un pays de 67 millions d'habitants, il y a 75 millions d'assurés sociaux, il y a un problème. Voilà, c'est tout. Et personne ne vient nous expliquer qui sont ces 8 millions de personnes qui sont prises en charge alors qu'elles ne devraient pas exister. Si c'est pas de la fraude, qu'on vienne m'expliquer ce que c'est. Alors, on n'est évidemment pas condamné à regarder comme ça les fraudeurs nous voler, tout simplement, nous prendre de l'argent dans nos poches. Il y a des solutions qui existent. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Le principe, c'est de tout remettre à plat. C'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un réenrôlement des personnes pour recertifier les identités sociales avec de la biométrie. C'est pas très compliqué. Vous demandez à tout le monde de venir se réinscrire. Ils ont leur numéro de sécu, puis simplement de mettre leurs empreintes. Voilà. Comme on fait quand on va faire son passeport ou sa carte d'identité. Passeport, vous savez, passeport biométrique, on doit mettre nos empreintes, ce qui permet d'ailleurs de passer plus vite maintenant à l'aéroport, etc. Vous savez, vous mettez votre passeport, puis vos empreintes, puis on voit que c'est vous, et il y a un petit contrôle de reconnaissance faciale, et vous passez comme ça le contrôle très facilement. On pourrait faire la même chose sur la sécurité sociale, enfin sur la protection sociale. Même sans passer sur une carte vitale biométrique, simplement de biométriser le numéro de sécurité sociale et de demander aux gens venez, on va prendre vos empreintes, on va vérifier de nouveau votre identité, on voit bien que c'est vous et que vous avez le droit à être pris en charge par la protection sociale parce que vous êtes en France, vous remplissez les critères, et on prend vos empreintes. Ce qui permettra, de vérifier que tout le monde respecte les conditions, de nouveau, donc c'est bon, quand on fait une remise à plat, et deux, d'éviter que les gens se créent 10, 15, 20 identités différentes. Voilà, parce que là, les empreintes, ça clignotera immédiatement. Et ça permettra de remettre à plat les choses, vous voyez. Parce que c'est quand même très embêtant, encore une fois, d'accepter d'être dans un système où vous avez X millions de personnes qui sont prises en charge, pour qui on paye des sous tous les mois, sur notre territoire, alors qu'elles ne sont pas censées être là. Voilà, c'est basique comme réflexion. Et donc, ça, c'est une solution. Alors, ça prendrait 1 an, 2 ans à mettre en œuvre, le temps de faire passer tout le monde. Mais au regard des enjeux financiers pour le pays et puis au regard de l'état de nos finances publiques, vous voyez la tête de nos déficits, la tête de la dette, etc., c'est vital. Tout passe par là. Aujourd'hui, pour la France, tout passe par le rétablissement de nos finances publiques. Si on veut financer des politiques publiques, si on veut ne pas être soumis aux aléas internationaux, si on veut pouvoir encaisser des chocs internationaux très forts, on le voit bien là avec la crise du coronavirus, où ça nous coûte quand même des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros, il faut avoir des finances publiques saines. Parce que si nous n'avons pas des finances publiques saines en France, ça va aller droit dans le mur. Ça ne va pas bien se passer, évidemment. Donc là, c'est une des voies pour faire des économies.
on sait très bien que la France, c'est un tiers du PIB qui part dans les dépenses de protection sociale. Donc, on sait qu'il faut les baisser. Il n'y a pas de secret. Tout le monde vous le dira, même s'ils ne vous le diront pas publiquement. Tous les politiques savent, tous les hauts fonctionnaires savent qu'on doit baisser nos dépenses de protection sociale. Sinon, ça ne va pas pouvoir tenir. Donc, un des moyens de baisser les dépenses de protection sociale, c'est un moyen de justice, c'est déjà de sortir du système ceux qui trichent, ceux qui truandent et qui n'ont rien à y faire. Après, on peut voir si on réduit des allocations, des prestations, etc. Les retraites, voilà. Mais avant d'aller gratter sur les retraites des petits vieux, moi, je considère qu'on doit d'abord sortir les fraudeurs du système. Alors, on peut me dire que j'ai tort, hein. Tout à fait prêt à l'admettre. Mais je ne suis pas certain que si on demande aux Français leur avis, eux ne considéreraient pas, comme moi, qu'il vaut mieux aller prendre l'argent à poche des fraudeurs et des voleurs plutôt que dans celle des petits vieux, des retraités et des honnêtes contribuables. Si j'avais quelque chose à dire au président Emmanuel Macron, c'est assez simple. Mon éditeur a envoyé à son épouse, à Madame Brigitte Macron, mon livre. Elle doit certainement l'avoir sur sa table de chevet. J'aurais envie de dire au président Emmanuel Macron, prenez mon livre, lisez-le et prenez conscience que finalement, il existe des solutions qui sont assez simples pour que la France puisse en sortir.